痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, wesh, canapèche, asprocien, asprocienne, prêt à plonger dans un nouveau classement. Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, à du grand, à du puissant. Le Sharingan, c'est l'une des bases de Naruto, mais parmi tous ses pouvoirs super classe, quels sont les plus efficaces? Préparez-vous pour un top qui va vous épater, du Genjutsu au Susanoo. Oh bordel, vous allez aimer. Des illusions intestables aux flammes éternelles, on décortique, on classe, on se fait des ennemis. Tel est mon Indo. Telle est ma vie. Alors abonnez-vous, likez, parce qu'on dégaine, on part pour le classement des pouvoirs qui rendent le Sharingan aussi impressionnant que Kakashi, qui arriverait à temps. Bon après, évidemment, c'est ma liste, donc elle sera assez subjective, vu qu'on va juger non pas de la puissance, mais de l'efficacité des capacités, genre dans plus de situations possibles. Si vous avez un avis différent, comme d'habitude, on se tatane dans les commentaires. Surtout que même les dernières du classement sont clairement au-dessus de la moyenne des capacités du manga, c'est dire à quel point le Sharingan est fumé. Et puisque j'entends que vous êtes prêts à prendre les armes contre ce cher Aspros en écoutant le numéro 14 de cette liste, on va pouvoir commencer. Et ouais, je me devais quand même de les citer. Parmi les utilisateurs du Sharingan, notamment du Mangekyou Sharingan, on n'a pas vu tout ce dont ils sont capables, probablement par manque de temps. On a des ninjas comme Fugaku Izuna qui possèdent le Mangekyou Sharingan et qui ont sans doute accès à une capacité unique, mais qui ne l'ont jamais montré ou évoqué. Peut-être que c'est fort, peut-être que c'est pas si fort que ça, peut-être même qu'ils n'en possèdent pas dans le sens où leur maîtrise n'est pas assez élevée, ça m'étonnerait quand même. On a aussi Madara qui n'a jamais montré les pouvoirs de son Mangekyou Sharingan, en dehors du Susanoo évidemment. Sauf que lui, on sait qu'il possède des pouvoirs uniques vu qu'il a débloqué le Susanoo, donc c'est qu'il peut en utiliser. Naruto Storm semble lui donner la capacité à enregistrer un événement et à rembobiner, ce qui sera assez cohérent avec sa faculté à utiliser Izanagi avec autant de décalage après sa mort. Ce serait une sorte de pouvoir pour manipuler le temps, mais comme on n'a pas plus d'éléments à son sujet, on va devoir l'exclure ici. Et évidemment, on peut ranger dans cette catégorie toutes les hypothétiques techniques que des Uchiwa maîtrisent, genre des variantes ou des capacités uniques qu'ils n'auraient pas utilisées à l'écran. C'est vraiment le fourre-tout, donc utilisez-le à bon escient. Aïe 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 aïe, s'il vous plaît, je vais vous demander quelques minutes d'attention avant que vous ne mettiez votre dislike. Parce qu'en vrai, je pense qu'il pourrait aller dans deux catégories, à la fois le meilleur pouvoir du Sharingan et à la fois le pire. Je vous jure que je suis cohérent. En fait, je n'ignore pas les qualités indéniables de l'Izanami. Non seulement ça a été dit que c'est un dojutsu ultime, donc hiérarchiquement ça se situe tout en haut, mais son champ d'action est presque cheaté. Ça ne nécessite pas un contact visuel et ça ne scale pas sur la puissance. N'importe qui est censé pouvoir se prendre la technique et le seul moyen de s'en sortir, c'est d'accepter son destin. Le databook et le manga ne mentionnent aucun autre échappatoire. Donc on retire le défaut des genjutsu oculaires classiques et on fait en sorte de ne laisser qu'une seule façon de s'en sortir. Pourquoi c'est tout en bas déjà? Bah parce qu'autant la puissance du genjutsu est folle, autant les conditions d'activation, le moyen de s'en échapper et les contre-coups sont juste beaucoup trop importants. Genre, rien que l'activation, c'est du délire. Il faut réussir à créer une boucle temporelle en reproduisant dans exactement les mêmes conditions certains événements. Le nombre d'événements à reproduire n'est pas très clair, mais vu qu'Itachi et Sasuke étaient sous pression face à Kabuto, je pense qu'ils n'ont pas été au-delà de ce qui était nécessaire. Du coup, Itachi a initié le mouvement A, puis B, puis C, et a réussi à reproduire l'événement A dans exactement les mêmes conditions, ce qui a créé A', B', C', et ainsi de suite. Sauf qu'évidemment, créer une boucle est très compliqué dans le sens où il faut être capable de faire à son adversaire ce qu'on attend de lui. Si j'enregistre l'événement A, mon adversaire me met une droite et esquive, je vais devoir faire en sorte de le replacer dans la même position pour qu'il me frappe à nouveau dans les mêmes circonstances et que je l'esquive à nouveau de la même façon. Vous comprenez le délire? Il faut être capable de manipuler les déplacements de l'adversaire pour lui faire ce que vous voulez. Ça demande donc soit d'être bien plus intelligent que lui, soit d'être à plusieurs pour occuper son esprit. Parce que ça, c'est un élément que je prends en compte quand j'analyse l'efficacité d'une technique, c'est l'indice 50-50. Admettons que votre adversaire et vous avez la même puissance globale. Si je vous donne une technique en plus, est-ce que ça va vous permettre de gagner? Si je vous donne un Rasen Shuriken par exemple, il y a de grandes chances que ça aide à creuser l'écart au vu de l'efficacité folle de la technique. Mais si je vous donne Izanami, est-ce que vous auriez les capacités de ne serait-ce que l'activer? Faire en sorte que votre adversaire aille là où vous le voulez en sachant qu'il est aussi bon que vous? C'est tendu. Izanami nécessite d'être bien meilleur que son adversaire ou d'être à plusieurs, sinon c'est quasiment inutilisable. J'ai vu pas mal de gens dire qu'Itachi pourrait utiliser Izanami sur Obito pour le vaincre, mais est-ce qu'il aurait les capacités de le lancer? Genre faire danser Obito tellement il lui est supérieur niveau intelligence tout en évitant ses offensives? Bah je pense pas vraiment. Donc ouais, le fait que ce soit aussi difficile à activer c'est un sacré argument, mais c'est pas le seul. Il y a aussi le fait que le genjutsu ne soit pas létal. En gros ce genjutsu ne tue pas de lui-même, faut finir le boulot manuellement. Ça peut sembler ridicule comme contre-argument évidemment, parce que si on touche la victime elle sera immobilisée, mais c'est pas forcément le cas. Faut comprendre que les personnes qui peuvent se faire avoir sont celles qui n'acceptent pas leur destin, donc qui veulent le changer. Est-ce que vous pouvez me citer des personnes qui sont dans cette situation? Genre des gens qui refusent de manière implacable leur destin comme le faisait Kabuto ou les Uchiwa qui abusaient d'Izanagi? Y en a pas beaucoup hein.
Il y aurait peut-être même plus de persos importants immunisés à Izanami que sensibles à ses effets. Et enfin, ça nécessite de sacrifier un Sharingan pour l'utiliser, donc de diminuer drastiquement sa puissance. Si Itachi l'utilise, il va perdre soit Tsukuyomi, soit Amaterasu, et comme l'adversaire peut s'en sortir, c'est clairement un sacré contre-coup, et je doute que ce soit utile dans toutes les circonstances. Bref, un Genjutsu ultime entre guillemets, mais qui nécessite des conditions d'activation délirantes, qui coûterait en plus un Sharingan, et une bonne partie du roster il serait immunisé. Super, hein. En fait, je pense qu'il est juste beaucoup trop situationnel pour être intéressant, il a clairement plus de négatifs que de positifs. C'est bien pour ce quoi il a été créé, donc contre Izanagi, mais en tant que technique en elle-même, c'est pas terrible, hein. Extrêmement puissant, mais trop difficile à utiliser. Un peu comme Exojalmuji d'ailleurs. Oui, je sais, le Genjutsu ultime du Sharingan battu par le Genjutsu le plus basique. Quelle ironie. Le Sharingan de base, donc le stade d'avant le Mangekyou Sharingan, permet de lancer des genjutsu visuels classiques. L'utilisateur regarde sa victime et s'il y a contact visuel, son chakra sera envoyé dans l'œil de la victime, se dirigera vers le cerveau et perturbera son chakra. C'est vraiment l'utilisation la plus classique et même si ça peut être très puissant comme ceux d'Itachi, bah ça casse pas trois pattes à un italien. Avec ça on peut contrôler des gens plus puissants vu que ça ne scale pas sur la puissance du ninja, mais je vois ça plus utile que puissant, sauf si c'est porté à un certain niveau évidemment. Dans les missions c'est quand même assez pratique, ça permet de faire parler, ça permet de contrôler, tout ça. En combat c'est pratique si l'adversaire n'est pas ultra chaud dans le domaine ou si l'utilisateur l'est, mais voilà, c'est vraiment une base quoi. Par exemple, Kakashi avec son Sharingan est moins chaud en Genjutsu que Kuronai et Hiruzen, donc l'avoir rend meilleur, mais pas invincible non plus. Je pense que le mot qui le définit le mieux c'est pratique. Pas de contre-coup trop important, c'est facile à lancer, ça permet de faire diversion, de contrôler des ennemis, les faire parler, les capturer, bref, c'est un outil très intéressant quand on est un ninja en mission. Allez, c'est le tour de votre Uchiwa préféré après Sakura. L'un des pouvoirs de Shin, Uchiwa, est de contrôler les objets qu'il a marqués. Genre il touche une épée, il peut l'utiliser à distance. Avec ça, il peut marquer pas mal d'armes pour se faire un arsenal conséquent, ce qui est quand même assez pratique pour se battre, notamment contre une ou plusieurs cibles. C'est un petit peu comme Gilgamesh quand j'y pense. D'ailleurs, vu que ça fonctionne aussi sur les armes ennemies, ça empêcherait l'adversaire d'avoir recours à la sienne. Genre, admettons que Zabuza se bat avec Shin, Shin pourrait marquer son épée et Zabuza perdrait une énorme partie de sa puissance. Surtout si on se dit qu'il ne connaît pas la technique de marquage, donc il pourrait se faire avoir. Naruto et Sasuke, eux, ils se sont fait avoir, donc le ninja moyen, il pourrait sûrement pas gérer ça. Et c'est aussi pratique parce qu'il n'est pas limité aux armes, il peut manipuler tout ce qui est magnétique et peut contrôler même ses outils pour s'opérer lui-même ce fou, donc les intérêts seraient multiples en mission. Je dirais que la seule limitation serait la nécessité d'un contact physique. Si l'adversaire évite que l'épée soit en contact avec la main de Shin ou s'il arrive juste à le prendre de vitesse, tout va bien. Mais globalement, son pouvoir repose sur ses propres armes à lui, donc la limitation est assez limitée. Disons que ça va jouer un petit peu plus sur l'aspect physique que les genjutsu classiques, donc en fonction de l'adversaire ça peut être plus ou moins pratique, mais vu la quantité d'armes manipulables en même temps, je trouve ça carrément plus terrifiant. Donc selon moi, ça mérite d'être au-dessus du reste. Pardon, Koto Amatsukami en 11 alors que c'est le genjutsu le plus puissant du monde. Qu'est-ce qui m'arrive bon sang? Bah, en vrai, c'est pas ce que vous croyez. Le Koto Amatsukami fait référence à deux capacités, le Koto Amatsukami de l'œil droit et le Koto Amatsukami de l'œil gauche. C'est comme le Kamui, c'est le même nom mais deux capacités différentes. Après, les yeux de Shisui sont assez mystérieux dans le sens où on sait ce qu'ils font mais pas forcément l'intégralité des conditions subsidiaires. Le Koto Amatsukami ici, c'est l'œil droit de Shisui, donc utilisé par Danzo. Cet œil possède le même effet que l'œil gauche, à savoir de placer sa victime dans une illusion qu'elle est incapable de capter. De base, quand on est pris dans un genjutsu, on sent le chakra perturbé, donc on est capable de se dire oui, je suis pris dans un genjutsu, donc je dois m'en libérer. Mais le Koto Amatsukami, il agit différemment. Lui, c'est pas possible de s'en rendre compte. Ça fait que si vous êtes pris dans un genjutsu de ce type, vous allez même pas vous en rendre compte. Donc, pourquoi c'est numéro 11 alors que ça permet de manipuler son adversaire à un stade aussi avancé? Bah, parce qu'en vrai, c'est pas si fou que ça. C'est vraiment bon, hein, attention, mais pas au niveau que ce que beaucoup imaginent, notamment parce qu'il y a une énorme différence entre les deux yeux de Shisui. L'œil gauche de Shisui permet effectivement de lancer la technique à Subi Itachi qui l'a libéré de l'emprise de l'Edo Tensei. On y reviendra. Alors que l'œil droit permet de lancer le genjutsu que Mifune a subi. Et cette version est vraiment moins intéressante que la précédente. Cette version ne semble pas être une technique de contrôle, mais plus de suggestion. Danzo a utilisé son œil sur Mifune, il l'a incité à le choisir lui pour être le patron des 5 Kage. Mais cette utilisation se limite à une simple incitation, pas une véritable manipulation, alors que l'autre écrit complètement le cerveau de la personne. Ce sont donc les mêmes techniques, mais à deux échelles différentes. Ce qui va varier, c'est que l'œil droit va aller moins loin dans la manipulation, mais aura un temps de réactivation plus court, alors que l'œil droit va réécrire complètement le cerveau, mais nécessitera 10 ans pour être réutilisé. Bon, évidemment, les durées peuvent potentiellement varier, genre Danzo peut sans doute utiliser son Koto Amatsukami plus régulièrement
principalement grâce aux cellules d'Hashirama, et Shisui a peut-être un cooldown moins élevé que celui d'Itachi vu que c'est son œil de base. Mais globalement, c'est le genre de ratio qu'il y aurait. Mais du coup, si l'œil droit ne permet que de manipuler légèrement le cerveau de sa victime, c'est cool en 1v1, mais impossible de dire c'est si létal que ça. Et même dans une situation où il y a plus d'un adversaire, le Genjutsu il pourrait être brisé, comme avec Mifune. Ou alors, la technique nécessite d'être maintenue pour être active, ce qui lui ferait une autre différence avec l'autre œil qui n'a besoin d'être activé qu'une seule fois, ce qui fait qu'il est imbrisable. Donc ouais, c'est pratique dans certaines situations, et je pense même que c'est assez cheaté. Mais le problème, c'est que le reste des capacités du Sharingan de cette liste permet de faire plus de choses, et il s'adapte tellement mieux à plus de situations. Donc ne m'en voulez pas, mais fallait bien qu'il y ait un bas du classement. C'est tout le principe. Bon, presque sûr que beaucoup sont passés à côté de ce jutsu. L'un des deux pouvoirs de Shin, c'est également une sorte de Kamui, dans le sens où il peut se téléporter dans ce qui semble être un repère. Dans le Naruto Gaiden, il a réussi à aller dans une dimension de Kaguya avec, donc je pense qu'il n'est pas très limité sur les destinations. Dans tous les cas, le fait qu'il puisse aller dans une autre dimension est largement suffisant ici. Pour se téléporter, il crée une sorte de trou noir qui aspire la matière à l'intérieur, et contrairement au Obito, il a pas besoin de contact physique avec la personne qu'il veut téléporter. En vrai, quand on y pense, c'est un petit peu la fusion entre le Kamui d'Obito et le Kamui de Kakashi. Et surtout, il peut même utiliser ce pouvoir via une sorte de petite créature qui me fait vaguement penser à Plankton dans Bob l'éponge. J'ai perdu du chrome. Ça permet à Shin d'avoir deux possibilités de téléporter sa cible, soit quand il est assez proche de la victime, soit quand lui est éloigné mais quand Plankton est rapproché. Et Plankton semble être assez discret vu que ni Naruto ni Sasuke n'ont capté sa présence à temps pour sauver Sakura. Il est donc assez discret et il aspire super vite. Dès lors que vous êtes aspiré, théoriquement, le combat il est fini parce que vous êtes hors du champ de bataille. Ça permet donc de remporter un combat de la manière la plus lâche possible, mais bon, le code d'honneur des samouraïs, tout ça, on s'en fout ici. Ça pourrait permettre d'éloigner une cible gênante, de capturer, de séparer des groupes, etc. Il y a pas mal d'utilisations qui pourraient être intéressantes. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il n'y a pas besoin de forcément être en contact physique avec la victime. Le fait de pouvoir la faire à courte portée ou de laisser Plankton faire, c'est vraiment ce qui la rend pratique selon moi. Évidemment, très peu de personnages pourraient revenir de la dimension Kaguya parce qu'il faudrait un jutsu spatio-temporel et c'est aussi rare que des protéines dans une manifestation végane. Ouh, je vais pas me faire que des amis avec ça. En bref, c'est un super jutsu et c'est carrément dommage que ce soit l'autre qui soit autant mis en avant parce que cette sorte de Kamui Light est assez pratique. Très court celui-là. Izanagi n'a qu'une seule fonction, faire en sorte d'avoir une seconde chance. Une fois activé, si l'utilisateur se fait toucher, donc mortellement ou pas, l'œil va permettre de réinitialiser la situation. Autrement dit, si vous affrontez un adversaire, que vous activez la technique et qu'il vous tue, vous transformez cet état de fait en illusion et vous revenez à la vie. C'est donc un jutsu de deuxième chance assez efficace. L'adversaire il va vous voir littéralement mourir, il va plus se méfier de vous et bim, coup de poing claque derrière la nuque. Et honnêtement, même si la hiérarchie placerait Izanami au-dessus, je pense qu'Izanagi est juste un bien meilleur jutsu. Oui, ça nécessite la perte d'un Sharingan pour l'utiliser, ce qui fait qu'après une seule utilisation, la puissance globale de l'utilisateur est réduite. Mais disons que non seulement ça permet d'éviter la mort, mais ça donne en plus une occasion assez intéressante de capitaliser. Genre Obito contre Conan. Conan l'a fait exploser dans tous les sens et c'était impossible pour lui de s'en sortir. Une fois l'attaque terminée, elle a baissé sa garde parce qu'il n'y avait plus d'adversaire, le combat il était fini. Et là, Obito arrive de derrière un buisson et la plante comme une brochette. C'est assez pratique, on va pas se le cacher. Après, la durée d'utilisation va varier, genre Monzo peut le faire pendant une minute grâce aux cellules de Superman Senju, Obito plus longtemps, les Uchiwa classiques moins longtemps, et ça va dépendre de qui l'utilise. Mais globalement, n'importe quel utilisateur pourrait guaquer son adversaire avec et s'offrir une chance de capitaliser au moment où il aurait baissé sa garde. Elle sera peut-être moins polyvalente que certaines capacités d'en dessous, mais sa puissance est vraiment folle et ça permettrait de retourner pas mal de situations. Mais enfin bref, on a fini la partie, technique puissante mais en dessous de la moyenne chez le Sharingan. Maintenant, on va s'attaquer au mastodonte. Oui, je sais, désolé, mais je vais être obligé de regrouper ces trois-là pour des raisons pratiques. Déjà, concernant les Amaterasu de Sasuke et Itachi, bah c'est exactement le même jutsu. Ça permet de faire popper sur une cible des flammes noires qui ne s'éteignent qu'après avoir carbonisé leur victime. C'est donc une attaque vraiment puissante qui serait théoriquement capable de vaincre n'importe qui la prend. En plus, il y a également un effet psychologique qui est assez amusant. Dès que ces flammes sont sur le terrain, on ne peut pas se permettre de se faire toucher, ne serait-ce que par une petite flamèche. Du coup, faut forcément rester à une certaine distance, ce qui fait que l'adversaire va contrôler le terrain et vous allez être limité dans vos déplacements. Et aussi, les flammes peuvent servir comme moyen de défense en créant un mur de flammes autour de soi. On n'a jamais vraiment vu la limite à la capacité de brûler des flammes noires, donc en théorie, n'importe qui ou quoi peut se faire brûler. Se faire toucher par les flammes noires est donc synonyme de défaite. Bon, sauf si on a un pouvoir spécial. On y reviendra. La version de Sasuke et la version d'Itachi sont sensiblement les mêmes, et la seule différence qui pourrait être faite, c'est la maîtrise en mode ça sort plus vite, ça consomme moins de chakra, etc. Mais ici, on va se cantonner à ça fait la même chose parce qu'on cherche la meilleure technique et pas le meilleur utilisateur. Donc en 8ème et 7ème, on a Amaterasu de Sasuke et d'Itachi. Et en 6ème, le Kagutsuchi. Je pense que du coup, vous avez compris pourquoi j'ai regroupé ces trois-là. Kagutsuchi n'a pour objectif que de manipuler les flammes noires. C'est sa seule fonctionnalité. Si on prend le pouvoir en individuel, c'est-à-dire sans combinaison avec Amaterasu, il serait dernier au classement vu qu'il serait inutilisable. En vrai, vous pouvez le considérer comme dernier si vous suivez cette règle.
je le comprendrai. Mais personnellement, je vais le compter comme une capacité utilisable, donc il faut les flammes noires. Un peu comme Izanagi qui nécessite les pouvoirs Uchiwa et Senju. Mais bref, je place Kagutsuchi au-dessus par pure logique, dans le sens où ça permet de manipuler les flammes noires pour leur donner la forme qu'on souhaite. Donc au minimum, ça aura les mêmes propriétés qu'Amaterasu, mais avec la possibilité d'adapter sa forme à la situation. Par exemple, placer les flammes autour d'un Susanoo pour empêcher les attaques physiques, créer une épée ou une flèche de flamme noire pour maximiser les dégâts, créer des pics de flammes pour toucher plusieurs cibles d'un coup. C'est vraiment prendre Amaterasu et l'emmener à un tout autre niveau, donc pour moi, ça mérite d'être considéré comme une capacité à part. Mais encore une fois, si vous considérez que ça nécessite forcément Amaterasu pour fonctionner, alors c'est tout en bas. Après, c'est pas plus haut parce qu'à partir d'un moment, les pouvoirs deviennent tellement abusés que beaucoup de ninjas auraient un compte face à Amaterasu, ce qui fait qu'il perd en valeur assez tôt quand j'y pense. Alors que dans le top 5, il y en a pas vraiment. Bon, là on va rentrer dans le top 5. Le Tsukuyomi d'Itachi, c'est un genjutsu qui n'a pas les défauts d'un genjutsu. C'est clair. C'est un genjutsu phénoménal et je pense que même le Koto Amatsukami n'est pas forcément plus fort. Meilleur évidemment vu qu'il est au-dessus dans cette liste, mais pas forcément plus fort et je vais vous expliquer. Mais revenons sur la base du genjutsu. Un genjutsu, c'est insuffler son chakra dans la victime. Dans le cadre d'un genjutsu oculaire, on passe par les yeux via un contact visuel entre le lanceur et la victime. Pour sortir du genjutsu une fois pris dedans, faut être capable de s'automutiler, re-réguler soi-même son flux ou que quelqu'un le fasse à côté. Ce sont les trois façons de briser un genjutsu suffisamment puissant. Sauf qu'avec le Tsukuyomi d'Itachi, aucune de ces trois façons ne permettra d'y échapper. Le Tsukuyomi joue sur la perception du temps de la victime. Itachi va manipuler le cerveau de la victime pour qu'il interprète une seconde comme étant un temps donné beaucoup plus long. Contre Kakashi par exemple, il lui a fait vivre 72 heures dans sa tête, alors qu'en réalité, le genjutsu n'a agi qu'une seule seconde. Évidemment, il peut faire varier ses perceptions du temps comme il le souhaite. Dans son roman, il a fait vivre une vie de 80 ans à sa copine en un éclair. Elle a pas vraiment vieilli, mais son cerveau lui a fait vivre toute une vie en une seconde. Et là où c'est terrible, c'est que si Itachi vous met dans un Tsukuyomi de 72 heures, vous n'avez pas 72 heures pour vous en échapper, vous avez une seule seconde. Et encore, même en admettant que vous arriviez à vous en sortir en un dixième de seconde, bah ça fait plus de 7 heures à vous faire torturer. Kakashi l'a pris et il ne doit la vie qu'au fait qu'Itachi ne voulait pas le tuer, sinon il serait mort. En fait, il semblerait que l'effet du Tsukuyomi soit sur le traitement d'informations. Le cerveau va vivre 72 heures normales et ensuite, quand il va sortir du genjutsu, il va devoir traiter le surplus colossal d'informations, ce qui va détruire le cerveau. Izumi est mort juste après le Tsukuyomi, donc ça me semble plutôt logique. Ensuite, pas possibilité de re-réguler son flux ou de le faire faire par quelqu'un d'autre, vu que ça ne dure qu'une seule seconde dans la vraie vie. À peine le Tsukuyomi lancé, c'est impossible d'avoir le temps de capter que le chakra est perturbé et de rompre la technique suffisamment rapidement pour que le genjutsu n'ait pas le temps d'agir. Un dixième de seconde, c'est plus de 7 heures, je vous rappelle. Et évidemment, s'automutiler c'est impossible parce que votre cerveau vous donne la sensation que vous êtes ailleurs, donc votre corps et votre esprit sont déconnectés ici. À mon sens, cette technique elle est quand même bien meilleure qu'Amaterasu parce qu'elle va passer outre la durabilité ennemie et ne scale pas sur la puissance. Itachi pourrait donc théoriquement vaincre Hashirama s'il se prend la technique. Donc oui, le Tsukuyomi mérite sa place dans le top 5. Enfin, il est là. Bon, après j'en ai déjà parlé en numéro 11, donc ça va être assez bref. Le Koto Amatsukami lancé avec la gauche permet de réécrire complètement le cerveau de sa victime pour lui ordonner quelque chose. Quand Itachi l'a subi, son cerveau a été réécrit et il a pu échapper au contrôle de Kabuto et de son Edo Tensei. Donc se faire toucher par ce genjutsu est ultra létal, dans le sens où Shisui pourra ordonner à la victime de se suicider, un petit peu comme Light avec son Death Note. Il pourra ordonner à sa victime de s'allier avec lui pour se battre, pour renverser son village, ou peu importe, les possibilités sont infinies. Mais même en dehors du cadre d'un affrontement, ça permet de manipuler la victime, comme Shisui qui voulait réécrire le cerveau de Fugaku pour empêcher le coup d'état des Uchiwa. Ça fait que ce genjutsu est utile au combat, mais peut-être même encore plus en dehors. Avec ça, tu peux manipuler un Kage et diriger le village comme tu le souhaites. Tu peux imposer ta volonté à quelqu'un. Tu peux forcer ton chat à enfin te respecter avec. N'est-ce pas? C'est donc un genjutsu qui va t'assurer une victoire dans un combat ou qui va te permettre de prendre le contrôle de quelqu'un pour qu'il agisse selon tes propres désirs. C'est juste fumé. La seule limitation, c'est le cooldown de 10 ans, mais disons que bien utilisé, ça permettrait de vaincre n'importe qui. Et d'ailleurs, impossible de briser le sort une fois lancé. Non seulement tu ne vas pas capter que t'es dans un genjutsu, mais même si t'es avec quelqu'un, il pourra rien y changer. C'est le cerveau qui est réécrit, pas le chakra qui est temporairement perturbé. Itachi s'est fait prendre dans un genjutsu de Kabuto, et le Koto Amatsukami n'a pas été brisé, donc c'est que ça va au-delà niveau emprise que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans l'œuvre. Le Koto Amatsukami est donc super cheaté, et honnêtement, si vous le considérez comme numéro 1, je le comprendrai. Mais selon moi, il y a encore 3 pouvoirs au-dessus. 3. Bon, lui, ça va être galère. Le Susanoo, c'est un pouvoir commun au Uchiwa qui octroie la faculté d'utiliser une sorte de golem de chakra autour de soi. Il existe différents stades comme les côtes, le squelette, l'humanoïde, le blindé, celui avec des jambes et le parfait. Chaque stade supérieur au précédent nécessite plus de chakra mais permet d'avoir une meilleure attaque et une meilleure défense. C'est logique. La défense elle est assez intéressante dans le sens où ça bloque des attaques assez monstrueuses comme quand Sasuke a bloqué les attaques de Gaara, Temari, Kankuro et Darui en même temps et sans aucun problème. En plus ça protège tout autour de soi donc y a pas d'angle mort véritablement exploitable si ce n'est sous le Susanoo mais ils sont quand même assez rares les ninjas capables d'attaquer depuis le sol. Et dans le cas où on sort le Susanoo
avec des jambes ou le Susanoo parfait, là il n'y a plus d'ouverture. Mention spéciale au Susanoo d'Itachi qui possède en plus le miroir de Yatta qui peut bloquer absolument tout. Et niveau attaque, chaque Susanoo aura une arme différente et pourra lancer des attaques plus ou moins puissantes en fonction de leur maîtrise. Genre Madara et Itachi peuvent lancer des Yasaka Magatama en plus de pouvoir utiliser leurs armes. Et évidemment, l'échelle du Susanoo est complètement abusée. Pour passer à travers, faut des attaques vraiment cheatées et pour contrer les attaques, faut une défense ou un moyen d'esquiver vraiment particulier. Je pourrais citer individuellement toutes les spécificités de chaque Susanoo, mais on en aurait pour 20 minutes de plus. Juste, gérer un Susanoo, c'est presque impossible pour le commun des mortels, là où gérer un Tsukuyomi ou un Kotoa Matsukami, ça peut se faire. Ce serait archi dur, évidemment, mais pas impossible, là où le Susanoo, c'est juste imprenable. En plus, vu la polyvalence de son utilisation, ce serait pratique dans pas mal de cas, et ça permet même de voler. Le simple Susanoo de Sasuke lui a permis d'écraser Danzo, et Danzo c'est pas un rigolo. Alors imaginez un Susanoo blindé, un Susanoo avec des jambes, un Susanoo parfait. C'est trop. Après, contrairement au Tsukuyomi et au Kotoa Matsukami, ça ne passe pas outre la durabilité, mais ça permet de gérer l'attaque et la défense, de voler, de gagner en polyvalence avec les différentes distances et de capturer une cible. On peut même gérer des invocations avec. C'est donc plus pratique, on peut gérer la consommation avec les différents stades, et même dans le cas où on voit pas l'attaque, on est quand même protégé. Le Susanoo méritait donc sa place sur le podium. Bon, j'ai énormément hésité avec le numéro 1 parce que dans les deux cas, l'une comme l'autre peuvent être considérées comme la meilleure des techniques du Sharingan, mais on y reviendra. Le Kamui de Kakashi lui permet d'ouvrir un portail vers la dimension Kamui afin d'y aspirer ce qu'il regarde. L'activation est très simple, Kakashi fixe un point et ce qu'il regarde est aspiré. Plus l'objet est grand, plus la consommation de chakra sera importante évidemment. Et c'est tout. Ça n'a qu'une seule utilité, à savoir d'aspirer un corps. Pourquoi c'est candidat me direz-vous ? Peut-être parce que c'est ultra pété. Kakashi peut envoyer absolument n'importe quoi dans la dimension Kamui avec comme seule limitation les objets gargantuesques. Et encore, comme on juge la technique et non pas l'utilisateur, ce défaut ne devrait même pas exister. Mais bref, Kakashi a la possibilité d'envoyer n'importe qui ou quoi dans une autre dimension pour un voyage sans retour. En effet, la dimension Kamui est une dimension scellée, donc la seule façon d'en revenir, c'est d'utiliser le Kamui, et seules deux personnes le peuvent, Kakashi et Obito. En dehors d'eux, si un ninja se fait avoir par l'aspiration, il est fini, impossible de revenir. Même les Hashirama, les Madara, les Akamaru, qui tu veux, s'ils se font aspirer, ils sont finis. Mais est-ce que c'est facile d'aspirer ? Clairement, ouais. Kakashi a pu envoyer dans la dimension Kamui le Rasengan de Naruto Kasem lancé à pleine vitesse, donc imaginez à quel point il faut être vif pour contrer cette technique. Surtout qu'en plus, le Kamui c'est comme un Materasu, ça pop direct sur la victime, y a pas de temps de trajet. Donc pour l'esquiver c'est extrêmement difficile, mais pour la tanker c'est littéralement impossible. Tu peux pas bloquer le Kamui parce que c'est pas réellement une attaque, mais une aspiration de l'espace. Kamui va aspirer ce qu'il touche sans détruire Watt, ce qui fait que même si t'as le miroir de Yatta renforcé en Nokia 3310 trempé dans de la potion magique et qui s'est fait greffer les cellules d'Hashirama, on s'en fout. Kamui va juste aspirer le bouclier et l'envoyer ailleurs. C'est tout. Et même face à des adversaires gigantesques niveau taille, pas besoin de les aspirer complètement, on peut juste leur aspirer la jonction du cou pour détacher la tête du corps comme Kakashi voulait faire avec la statue Gedomazo. En plus, la technique elle s'effectue à absolument toutes les portées. Que ce soit courte, moyenne ou longue distance, dès lors que Kakashi voit sa cible, il peut l'absorber. C'est donc potentiellement l'attaque la plus puissante du Naruverse parce que justement, elle ne joue pas sur la puissance, mais sur l'effet. Peu importe la puissance de la victime, on s'en moque. Elle se fera aspirer si elle n'arrive pas à l'esquiver, et l'esquive est sa seule option. Autant les autres attaques, il y a quasiment toujours un moyen de les bloquer. Même les techniques comme la flèche d'Indra, théoriquement c'est contrable si on a une défense assez solide. Le Kamui, non. C'est l'arme anti-défense ultime. Et en parlant de défense, le Kamui de Kakashi lui permet également de se défendre puisqu'il peut absorber les attaques ennemies. Admettons que l'adversaire lui envoie un jutsu, Kakashi peut l'aspirer pour se défendre. Et on en revient à la même situation. Peu importe la puissance de l'attaque, on s'en moque, ce qui compte c'est sa taille. Kakashi pourrait techniquement inspirer la flèche d'Indra alors que cette flèche est capable de tuer 1000 Kakashi en même temps. Sa seule limite en défense, c'est qu'il doit voir l'attaque pour lancer le Kamui, ce qui fait qu'il ne pourra pas l'activer sur une attaque dans son dos. Mais ça lui procure quand même une défense extrêmement efficace tout en lui octroyant la meilleure des attaques possibles. Ça joue avec l'emprisonnement des morts, mais je pense que vous avez capté l'idée. Le Kamui de Kakashi est l'une des capacités les plus fumées de ce manga et ça joue à quasi rien avec le numéro 1. Franchement, j'ai longuement hésité à les échanger tous les deux, mais le numéro 1 il a un argument de taille en plus. Vous allez voir. Le Kamui d'Obito est le complément parfait de celui de Kakashi. En fait, c'est même presque la même chose, mais dans le sens inverse. Niveau attaque, Obito peut aspirer absolument n'importe quoi dès lors qu'il y a un contact physique avec. Mêmes arguments pour celui de Kakashi, on supprime toute durabilité ennemie et s'aspirerait tout sans exception. Et ici, la seule limitation serait le besoin d'un contact physique, ce qui fait qu'un Torune ou un Susanoo Flamme Noire pourrait poser problème. Pas énormément évidemment, mais ça peut être galère. Mais surtout, c'est sa capacité défensive qui est intéressante. Enfin, encore plus intéressante. Cette défense est, de très loin,
la meilleure défense du manga parce qu'elle annule complètement les attaques ennemies. L'adversaire aura beau utiliser une technique qui one-shot, ça touchera juste pas Obito, ça va passer à travers. Est-ce que vous voyez la flèche d'Indra, les doubles Rasen Shuriken de Naruto Avatar de Kyuubi? Bah ce sera aussi efficace sur Obito qu'un lancer de crotte de nez. Sérieusement, la défense d'Obito peut prendre absolument tout son corps, donc il est protégé de tous les côtés, même sans voir l'attaque. Parce que oui, dès lors que la technique est activée, les attaques passent à travers de manière inconsciente, ce qui fait qu'il ne peut pas être pris au dépourvu. En vrai, comme je le disais au début, c'est l'inverse de celui de Kakashi. Kakashi il a un Kamui imprenable en attaque et une excellente défense, là où Obito a une excellente attaque et une défense imprenable. Le tout petit point qui m'a fait choisir celui d'Obito plutôt que celui de Kakashi, c'est que ce dernier il a une défense moins intéressante que l'attaque d'Obito, genre c'est plus facile de toucher Kakashi qui se défend avec le Kamui que de contrer l'attaque d'Obito avec son Kamui. Mais après ça joue sur quasi rien. Genre oui, il y a moyen de passer outre la défense d'Obito avec une vitesse cataclysmique comme le Hirashi niveau 2 ou en l'attaquant pendant 5 minutes consécutives, mais les ninjas capables de capitaliser sur ça se comptent sur les doigts d'une main. Donc ouais, sous la torture, après 3 heures de réflexion et si quelqu'un kidnappe Mesha pour me faire choisir, je dirais peut-être le Kamui d'Obito en premier, mais ça jouera à rien. Vous avez donc le classement final. Le Kamui d'Obito est le meilleur pouvoir du Sharingan, suivi par le Kamui de Kakashi, qui est techniquement celui d'Obito. Et il a vraiment les yeux les plus cheatés l'enfoiré. Mais enfin bref, c'est tout pour cette vidéo et c'est à vous de jouer. Quel est votre classement des pouvoirs du Sharingan? Est-ce que le mien est mauvais? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous et la prochaine fois au programme, on va parler d'un sujet super méga cool de la mort. Non en vrai je sais pas encore. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer.